Dernière table ronde donc sur la fin de vie des chevaux. Comment trouver des solutions communes? Quelles solutions trouver quand on sait qu'il y a 1 million d'équidés en France? Donc évidemment, rien qu'à l'échelle française, le problème est très important, avec des chevaux qui ont une durée de vie en plus évidemment qui s'accroît avec les bons soins, etc. Donc le problème est important, il est à la frontière de l'émotionnel, du rationnel, de l'économique. On va essayer d'aborder sous ces angles-là avec une belle brochette d'intervenants, Christelle. Oui, tout à fait. On commence par Claire Cicluna. Vous êtes vétérinaire, Claire. Vous êtes donc spécialisée évidemment dans les chevaux. Vous allez intervenir sur le thème de l'équarrissage. Il y aura également Rolly Owens, qui est le directeur du Horse World Welfare, une association qui a été créée en 1927, qui est une association qui vient en aide aux chevaux, qui essaie d'améliorer leurs conditions, une association de Grande-Bretagne. Il y aura également Xavier Dornier de l'IFCE. Vous êtes chargé de mission à l'Observatoire économique et social du cheval. Et vous allez nous parler donc du coût économique de la fin de vie. On va voir que cette fin de vie des chevaux, à la fois elle peut être un produit économique pour la filière, mais elle est également un coût qui risque de s'accroître beaucoup dans les prochaines années. Alors on aura également Bernard Coudurier, qui est chargé de mission à l'INRA, lui, et qui s'est penché dans le cadre d'une étude européenne plus large sur le gaspillage alimentaire, sur la filière cheval, pour se demander s'il faut se priver de la viande, de manger de la viande de cheval. Alors on nous dit qu'il faudra manger bientôt des criquets. Des Cheval criquets. ou criquet, un grand dilemme. Et puis également, nous aurons 2 personnes éminentes de la filière pour conclure. Alors, Paul Essartial, président du Conseil des chevaux de Normandie, je pense que personne n'a besoin qu'on le présente, et Marianne Dutoit de la FNC, de la Fédération nationale du cheval, qui concluront ces deuxièmes assises. Alors, Claire Cicluna, vous avez l'honneur et la lourde tâche de débuter cette table ronde, avec donc une photographie en fait, de la question de l'équarrissage en France, mais également dans quelques autres pays. Merci beaucoup, merci à tous d'être encore ici à cette heure. J'ai la dure mission pour un vétérinaire de parler de la mort du cheval alors que nous nous efforçons à longueur de temps d'essayer de leur sauver la vie. Néanmoins, on m'a donné comme sujet équarrissage et abattage des équidés en France. Je l'ai un tout petit peu transformé, permettez-moi, sur la fin de vie des équidés, options et critères de choix, puisque à côté de l'équarrissage, il y a d'autres débats au niveau de la fin de vie, et ça permettra d'ouvrir le débat pour les intervenants suivants et de vous donner la position des vétérinaires à la fois français et d'Europe. Le cheval, en fait, c'est un monde très grand, c'est un monde unique, c'est sûr, qui met en œuvre énormément de monde dans toute la filière, mais c'est un animal qui en fait bénéficie de 2 statuts. Il est à la fois animal de rente et animal de compagnie, de par son utilisation, son mode d'élevage et éventuellement sa fin de vie, puisque l'un comme l'autre peuvent être des animaux qui sont destinés à la consommation humaine, puisque la viande peut être consommée dans certains cas. Quelles sont les options de fin de vie des équidés ? Elles peuvent être diverses en fonction des différentes circonstances de fin de vie du cheval. Et je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre ce dont nous parlons, nous vétérinaires, au quotidien avec nos clients. Il peut s'agir d'un cheval malade, il peut s'agir d'un cheval accidenté pour lesquels la mort peut être soit naturelle, soit provoquée par une euthanasie, pour raisons humanitaires, comme nous avons l'habitude de le dire. Ce peut être aussi une fin de carrière et pour des raisons économiques, la nécessité d'avoir un animal qui soit donné, soit parte à l'abattoir, soit parte à la retraite, soit dans des cas bien moins gais, soit abandonné, voire soit soumis à la demande d'euthanasie. Donc vous avez bien compris que la demande d'euthanasie peut également intervenir sur des animaux qui ne sont pas malades. Et donc nous avons la lourde tâche d'essayer d'évaluer le pour et le contre d'euthanasier, donc de donner la mort à un animal qui est vivant et en bonne santé. Donc les options de fin de vie sont celles-ci, selon les différentes circonstances évoquées précédemment, soit la mort naturelle, et donc là l'issue est inévitablement soit l'équarrissage, soit l'incinération. J'ai noté, parce que cela existe, mais évidemment, je ne vous encourage pas à suivre la 3e option, qui est celle de l'enfouissement de l'animal. La mise à la retraite du cheval, donc en pension, au pré ou dans un refuge.
l'euthanasie, qui par la suite nécessitera donc l'envoi à l'équarrissage, soit la réalisation d'une incinération, soit, encore une fois, mais ce n'est pas conseillé, un enfouissement, soit le cheval sera destiné à l'abattage en vue d'utiliser sa viande pour la consommation humaine, s'il est dans les critères éligibles pour ce cas, soit malheureusement, et c'est de plus en plus fréquent, le cheval est abandonné. Et c'est le terme qui est utilisé à l'étranger de unwanted horses, c'est-à-dire tous ces chevaux qui sont des mal-aimés, dont plus personne ne veut, surtout pour lesquels plus personne ne veut payer, et qui sont abandonnés, et pour lesquels certains sont récupérés dans des refuges, et pour d'autres meurent de faim dans des prés ou dans des déserts, pas chez nous, mais à l'étranger. Et vous allez voir plus tard, c'est une fin qui n'est pas à souhaiter. Donc la fin de vie des équidés, quels sont les critères de choix? Parce qu'on se pose plein de questions. Il y a quand même des arguments pour, des arguments contre pour les différentes options et cela nous permet de faire le choix. La retraite, donc les différentes circonstances, vous les connaissez. Tout le monde a eu un cheval, enfin si vous êtes éleveur ou entraîneur ou juste propriétaire, à essayer de trouver une issue pour une fin de carrière d'un cheval, soit lorsqu'il est en bonne santé, soit parce qu'il est malade et qu'il nécessite des soins, et soit par idéologie. Donc là, je vous ai mis tout à fait par plaisir le cheval qui est sur la gauche de la diapositive. C'est un dieu au Japon. Donc ce cheval-là, de toute façon, aura sa fin de carrière dans son espace réservé avec les visiteurs qui viendront le voir. Bon, ça c'est aussi une religion, donc c'est aussi une fin de vie pour certains chevaux dans le monde. Les différents systèmes, les pensions, les refuges, le pour, le contre, ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher. Donc ça, on pourra l'évoquer un petit peu plus tard. Donc ça fait pencher la balance, effectivement, du côté coût et du côté peut-être un petit peu négatif. Le côté super positif, c'est que le bien-être et la considération de l'animal sont vraiment pris en compte et que le propriétaire a bonne conscience également. Encore faut-il que tout soit bien géré par ailleurs. L'euthanasie, pas drôle d'en parler, mais néanmoins, les circonstances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent être soit un animal malade, soit une fin de carrière, qu'elle soit accidentelle, comme ça vous est ici montré sur ces photos, qui peuvent choquer, mais néanmoins, c'est la vérité, ou bien une fin de carrière qui n'est pas accidentelle, mais qui, pour des raisons économiques, a besoin d'être réalisée. Donc sur des animaux qui, des fois, sont en bonne santé. Donc là, effectivement, la place du vétérinaire fait pencher la balance éventuellement du côté négatif, parce que je vous rappelle que nous avons fait cette profession pour soigner les animaux et non pas pour les euthanasier, donc non pas pour leur donner la mort. Et donc des fois, le dilemme est vraiment important. J'ai mis des diapositives là, des images qui vous montrent que si chez nous, l'euthanasie maintenant est régie par certaines règles de bonnes pratiques que nous avons considérées comme telles, et la réflexion d'ailleurs est vétérinaire et dans le monde entier, en Angleterre et dans d'autres pays comme au Canada et dans certains États aux États-Unis, l'euthanasie se pratique en fait par arme à feu. Donc il faut que vous ayez une licence pour tuer. L'équarrissage, vous connaissez tous, c'est une vraie entité nécessaire puisqu'il s'agit de trouver une solution pour les cadavres de nos animaux. Maintenant, le système est dans les mains de sociétés privées ou bien, comme on va vous l'évoquer tout à l'heure, passe par un système un peu plus organisé de manière à ce qu'il coûte moins d'argent aux propriétaires, qui est celui de l'ATM. C'est compliqué à gérer, surtout pour les délais. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est compliqué d'avoir les équarrissages qui passent dans les 48 heures tels que normalement ils en ont l'obligation. Néanmoins, je vous garantis que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer d'améliorer la situation. L'incinération en France aujourd'hui est organisée pour les chevaux et donc elle passe par une société qui a été créée par des vétérinaires, donc la société Orsia. Certes, elle a un coût, mais la qualité, la réactivité et globalement la facilité de prise en charge de ces cadavres à cette occasion est vraiment intéressante. La seule chose, c'est le coût. Le coût est très important, certes, mais il faut dire que on fait au mieux pour essayer d'organiser ce système.
La seule chose, c'est que pour l'instant, toute la France n'est pas couverte par ce service. Néanmoins, il faut le connaître et peut-être le faire développer pour les gens de loisirs qui ont un affect très développé pour leurs animaux. L'enfouissement, je vous le déconseille. Il ne coûte rien, c'est sûr, mais si vous êtes pris la main dans le sac, je pense que l'amende pourra être sévère. Et le point négatif, évidemment, c'est le point de vue sanitaire. Donc vraiment, c'est déconseillé d'enfouir les cadavres de nos animaux. Tout comme l'abandon, donc les unwanted horses, représentent 170 000 chevaux aux USA aujourd'hui, donc c'est énorme. Et en France, en Angleterre, en Irlande, représente à peu près 5 à 7 000 chevaux tout de même. Donc ce n'est pas rien. Excusez-moi, par pays ou en tout? Par pays. Dans chaque pays, 5 à 7 000 chevaux. Voilà. Donc c'est énorme. Les gens s'en débarrassent parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur donner à manger. Voilà. Tout comme ceux qui s'en débarrassent en mettant dans un pré, en pensant que tout ira bien puisque le cheval a de l'herbe, ça ne suffit pas. Un cheval, je pense que là, ça va être évoqué un petit peu plus tard, ne se suffit pas d'avoir juste de l'herbe à manger, si tant est que l'herbe puisse rester tout au long de l'année. Reste l'abattoir, qui effectivement est une issue qui idéologiquement gêne énormément de personnes. Néanmoins, comme vous le voyez sur la petite vidéo, je suis désolée d'avoir mis des images assez frappantes, mais finalement, juste sur le moment de l'abattage, c'est pas pire que de prendre une balle entre les 2 yeux par le vétérinaire. C'est exactement la même chose. D'accord ? Le principe est le même et l'acte est exactement le même. La seule différence, c'est qu'effectivement, nos abattoirs ont sûrement besoin d'être améliorés. La qualité, je dirais, du service, notamment au niveau du bien-être et d'amener les chevaux à l'abattoir, ont sans doute besoin d'être améliorés. Mais n'empêche que cela reste une solution qu'il ne faut pas négliger. C'est une porte de sortie pour la mort des chevaux. Et surtout, si elle peut nous permettre d'éviter l'abandon des chevaux et cette mort atroce qu'ils peuvent avoir du fait qu'ils n'ont pas à manger, je pense que c'est vraiment une voie qu'il ne faut pas négliger. Outre cela, on va vous l'expliquer après, économiquement, cela peut être intéressant. Ensuite, c'est une viande qu'il ne faut pas négliger. Personnellement, manger les criquets à l'avenir, ça ne me dit pas trop, mais bon. Voilà, il ne faut pas oublier tout ça et il ne faut pas oublier non plus que d'un point de vue sanitaire, on fait tout pour que la traçabilité soit vraiment importante. Et si on n'ouvre pas cette porte, on aura des risques de fraude comme on en a déjà eu. Donc, parce que le recyclage du cheval à l'abattoir, de toute façon, est une chose qui existe et pour l'instant perdurera. Il est vrai que pour aller à l'abattoir, le cheval doit être éligible. Donc ça m'amène à vous parler juste de la fin de vie et des quelques règles sanitaires qui sont nécessaires tout au long de la vie du cheval, qui, je vous le rappelle, est soit animal de rente, soit animal de compagnie, mais est régi exactement par les mêmes règles sanitaires. Donc qui sont depuis l'identification jusqu'aux soins vétérinaires, une filière qui doit être très suivie, qui va être de plus en plus suivie puisque maintenant certains contrôles vont être effectués même chez les détenteurs de chevaux et donc nécessite toute une réglementation à mettre à jour de la part de chacun, c'est-à-dire du propriétaire, du détenteur, du vétérinaire sanitaire et du vétérinaire traitant. Donc, puisque la traçabilité sanitaire médicamenteuse est très importante. Et là encore pour nous, le fait que cette traçabilité médicamenteuse soit très suivie, elle nous permet aussi d'utiliser le maximum de médicaments afin de respecter un traitement adéquat tout au long de la vie du cheval et donc son bien-être. Donc le bien-être est vraiment important, comme nous l'avons dit ce matin et a été évoqué tout au long de la vie du cheval. C'est de la qualité au niveau de sa vie quotidienne, loger, nourrir, entretenir, transporter. C'est une qualité des soins préventifs qui passent par la maréchalerie, la dentisterie, le vétérinaire pour tout ce qui est vaccination et prévention, et l'éleveur aussi, puisque c'est le premier garant du bien-être des équidés, qui passe aussi par la qualité des traitements, c'est-à-dire la disponibilité de certaines molécules pour nous, des médicaments avec des limites de résidus qui ne nous ferment pas la porte des abattoirs, parce que si demain on n'a plus de médicaments pour soigner les chevaux qui autorisent la filière bouchère,
et nos 1 million de chevaux, avec des chevaux qui maintenant vivent de plus en plus vieux puisqu'on assure un certain bien-être, on va plus savoir qu'en faire et on va plus savoir où les mettre. Donc, et même abandonnés, on va en trouver partout dès qu'on va aller se promener dans les bois. Donc ça, c'est pas envisageable d'un point de vue bien-être. Et donc la qualité de fin de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important d'avoir un choix raisonné, de réfléchir, de ne pas abandonner les chevaux, de privilégier encore une fois éventuellement la fin de vie et la sortie de l'animal vers un abattoir, puisque de toute façon, elle vaudra mieux qu'un enfouissement ou qu'un abandon. Donc c'est vrai que les choses ne sont pas soit tout blanc, soit tout noir. Le monde entier est en train de réfléchir à comment essayer de limiter ces abandons du fait de raisons économiques majeures qui sont survenues dans tous nos pays. Et donc l'abattoir reste une sortie qui est effectivement tout à fait acceptable, si tant est que nous fassions des efforts effectivement au niveau de l'approche des abattoirs pour nos animaux. Voilà, juste pour éviter de voir ces choses-là tout autour de nous quand on ira se promener avec nos enfants dans les prés. Voilà, donc le cheval est au centre de toute notre passion, c'est ce qui a été dit ce matin, et je remercie M. Macaire de l'avoir dit du fond du cœur. Le cheval est aussi ma passion et c'est toute la mienne. Et j'avoue que, en voyant ce qui se passe ces dernières années, c'est vrai que j'ai aussi changé un petit peu ma façon de penser. Voir des chevaux arriver chez moi en bonne santé et être demandés d'euthanasie, je ne veux pas demain qu'on fasse la queue dans nos cliniques vétérinaires pour euthanasier à tour de bras des chevaux qui ne le méritent pas. Mais est-ce que ça arrive vraiment fréquemment? Parce que moi, ça, c'est une information qui m'a beaucoup étonnée. Je pensais qu'on euthanasiait des chevaux malades, etc., mais qu'on ne veuille pas les faire abattre à l'abattoir pour les euthanasier en bonne santé, je ne savais pas que ça existait à ce point-là. D'abord, s'ils ne peuvent pas aller à l'abattoir pour des raisons de traçabilité sanitaire, le problème reste entier. C'est bien pour ça que nous, on se bat sur le fait qu'on ait une période d'attente avant de pouvoir amener un cheval à l'abattoir et d'avoir la disponibilité des médicaments la plus grande possible pour pouvoir les soigner et garder cette porte ouverte à l'abattoir. Donc déjà, on a ces chevaux-là. Et ensuite, effectivement, il y a des gens qui... juste idéologiquement ne veulent pas emmener le cheval à l'abattoir, mais on va l'amener chez le vétérinaire, il va lui faire une piqûre et tout va aller bien. Donc ils ont la conscience tranquille, enfin ils se donnent bonne conscience. Ils nous la donnent pas, la bonne conscience. Enfin personnellement, en tout cas on ne me la donne pas, et c'est pas notre rôle. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et fréquence plusieurs fois dans l'année. Et alors, vous disiez, il y avait un projet intéressant, après je laisserai les gens poser des questions, mais ça m'a interpellée quand vous m'en avez parlé. Vous avez le projet, l'association des vétérinaires, Équin, de faire peut-être un guide de bonne conduite du propriétaire, finalement, pour que les gens soient plus responsables, parce que vous rencontrez des gens qui vous disent comment ça, le pain sec, ça suffit pas, ou j'avais prévu le budget d'achat, mais pas le budget vétérinaire, enfin des choses comme ça. Tout à fait, comme ça a été évoqué ce matin, c'est vrai que le cheval est un animal de compagnie. Les gens ont eu depuis quelques années la démocratisation du monde du cheval. C'est facile de monter à cheval, c'est pas cher de monter à cheval. Finalement, on va prendre une demi-pension, puis finalement, on va acheter un cheval. On a un grand jardin, on va le mettre dedans, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, un cheval, ça marche pas comme un chien. Et qui plus est, maintenant, même les chiens et les chats, quand ils vont chez le vétérinaire ou chez l'éleveur, on leur explique ce que mange l'animal, comment il vit. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Les animaux ne sont pas des humains, c'est pas comme nous. Donc, effectivement, il y a un mode d'emploi, et donc nous sommes en train de travailler sur un mode d'emploi de A à Z, comment être propriétaire et subvenir aux besoins et être en correspondance avec le bien-être du cheval. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Camille Verken, est-ce que quelqu'un peut porter un micro, s'il vous plaît? Qui est donc directrice du syndicat des éleveurs de chevaux de sang. Merci beaucoup. Alors merci à Claire pour cette présentation. On a la chance de collaborer beaucoup avec l'AVF sur toutes ces questions-là parce qu'elles sont fondamentales d'un point de vue économique. Moi, j'ai quand même envie juste de vous reprendre sur une chose, c'est le cheval animal de compagnie.
J'ai beaucoup de mal avec ce que vous avez répété à plusieurs reprises. Pour moi, le cheval n'est pas un animal de compagnie. C'est un animal de rente jusqu'à nouvelle définition. Donc chacun se fait son opinion, mais pour moi, on ne peut pas mettre un cheval dans un salon. Ça ne peut pas bien se passer. C'est un animal qui a besoin d'espace. C'est un animal, dans la définition, qui ne peut pas contrôler ses sphincters. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être un animal de compagnie. Moi, je l'ai mis dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reprend la diapositive animal de rente, animal de compagnie, il n'y a pas de différence. Donc en fait, je l'ai mis juste pour expliquer que le cheval animal de compagnie, de toute façon, ça n'existe pas. Tant qu'on n'a pas réglé tous les problèmes, et quand bien même ça reste un cheval, il fait 500 kilos, c'est un cheval, ce n'est pas un animal de compagnie. Mais il est perçu comme tel, c'est ce que vous vouliez dire. Il est perçu par une partie de la population. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'on éviterait justement beaucoup de problèmes sur la fin de vie des chevaux si on pouvait dire dès le début aux personnes qui achètent les chevaux que ça n'est pas un animal de compagnie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors dans ces cas, on va passer au deuxième intervenant qui est Rolly Owens. Many thanks for coming. Alors, Monsieur Owens, en fait, est vétérinaire et depuis 2008, il est le directeur de Horse World Welfare, qui est une association britannique d'aide aux chevaux. Et donc, il va nous donner, lui, sa vision de l'avenir du cheval une fois sa carrière terminée. Sur quoi est-ce qu'ils travaillent, eux? Et vous allez voir que c'est notamment beaucoup la responsabilisation des propriétaires. Christelle and Celine, thank you very much, and thank you very much for the opportunity to speak to you this afternoon, the second vet, to talk to you about death. An interesting position to put the talk at the end of the day, so if you all survive this session about death, you'll have done well in more ways than one. But I suppose I'll start by saying the number one rule in World Horse Welfare's view of responsible equine ownership is to give all animals a good life and a good death. And I think if we all remembered that, we would avoid so many of the problems we see across Europe today. And the reason that I've put that at the front of this talk is that if you don't remember anything else, I would implore you to remember that. But I also thought, because I was at the end of the day, there might not be much time to talk. So if that's the one thing you remember, then that is a good thing. So what I want to just briefly chat to you about is an extension of what we talked about 12 months ago, where I introduced this groundbreaking European Union Equine Welfare Report that was pulled together between Eurogroup for Animals and World Horse Welfare over an 18-month period. It was a groundbreaking report because across the 28 member states, there was no other similar initiative yet. I'm sure there will be in the future, to bring together an idea of the scale of the equine sector, an idea of what legislation exists in each of the 28 member states, and to try and pull that together to identify where the key problems or challenges were for the equine sector. And I'm delighted to say that next month, on Wednesday the 21st of October in the afternoon at the European Parliament, there will be an EU Equine Welfare Conference. And attendance of that is very much open, and if anyone would like any details about that, I will very happily give that to you afterwards. But what I'd just like to pick on for the next few minutes is what came out of that research, and we went out to about 144 stakeholders in total, that include member states, NGOs, industry bodies, and we had a very good return. And what came out of that, not surprisingly, was what an important role euthanasia played in the maintenance of equine welfare, but also what an emotive issue it is. Clearly, across member states, there are those who feel that animals should only be put to sleep under direct veterinary supervision when life-threatening injuries come so bad that they should be euthanized. And across the other side of the fence, we have owners who feel that they should have the opportunity to youth their animals even if they are healthy. Now, I don't think today, or indeed across member states, we'll ever get unanimity on this point, not least because of the cultural differences.
But the report also found, as Claire has touched on, the cost of carcass disposal and the cost of euthanasia. This is significant. It varies from around 150 euros up to northwards of 1,000 euros. And so to some people, those costs are out of reach. But many would say they should have considered that before they took on ownership. The report also found widespread issues around veterinary involvement in euthanasia. One of those is the use of a drug called T61. It's a drug that is used in some member states to euthanize animals. And it is quite outrageous, as all it does is cause muscle paralysis without causing any sedation, and therefore the animals literally suffocate consciously until death. That is something that's clearly 100% unacceptable. But indeed, in some member states, vets also may be unwilling to euthanize animals when the owners request it to be done. And in others, maybe they do not have the tools or the knowledge of how to euthanize a large animal like a horse. And what we have seen that this can lead to significant welfare problems, most of all when these animals are transported long distances to slaughter without any involvement of vets, and the huge problem it shows with the spread of equine infectious disease. As Claire has already shown, the report identified clearly that in many member states, horses go for human consumption. The report found that the income from sending animals to abattoir ranged from 36 cents a kilo all the way up to 3 euros a kilo, dependent on age and condition of the animal and on the member state in question. And as Pascal has already said this morning, actually over the last decade, the consumption of horse meat in Europe has declined. It declined up to 2012 for sure. We believe it's declined further since, not probably because of the whole aftermath of the European horse meat scandal of 2013. So what we know is that the equid's end of life is a time when it is very likely to suffer, which makes how we manage that whole process all the more important. And what we know from research in the UK is that natural death of horses is an extremely rare occurrence. So it is a growing problem also because I understand that in Belgium now, the number of animals that are being signed out of the human food chain on their passports is now above 50% for the first time. So what this means is that we have to educate. We have to educate horse owners to understand the responsibility they are taking on for an animal, both during its lifetime and during its death. And I have, unfortunately, it's only in English at the moment, but World Horse Welfare, we have produced an information pack calling Just in Case. And this encourages horse owners to plan for their horse's death whilst it's still healthy and alive, because there are so many decisions to be made when it comes to that, and when the animal is suffering and in not good health, often it's not a good time to make those decisions. And by making them in advance, you can also let those around you know what your decisions are, especially if your horse is kept in a livery yard. What the report also found was actually the legality of euthanasia across the 28 member states varied significantly, where there were some member states where there was pretty much free access to euthanasia and others where it was simply not the case. And where, of course, euthanasia is restricted, it's so important that options for humane slaughter, for access to sanctuary or rehoming facilities are available. Otherwise, owners will turn, as Claire has already said, to illegal methods of disposal, abandoning unwanted animals, and we've certainly seen this across many member states, or indeed undertaking illegal killing at home. And sometimes veterinary treatments such as phenylbutazone, which is not allowed in the human food chain, may ever be avoided to allow that animal to go into the human food chain at its welfare detriment. If it does go in with bute, clearly that can potentially endanger human health too. And we also found there was a real issue about the whole term of on veterinary advice. In many member states,
animals are only allowed to be euthanized on veterinary advice. But what does that mean? And is that, in all cases, being fair to the vet? So, the report throughout, in the various areas that it focuses on, makes recommendations to the sector, to member states, but also to the European Commission. And I think it is really important to recognise that this is no one single issue, it is all our issues. And we make recommendations for the education of equine owners to understand the responsibility they are taking on for the horse when they take it in its lifetime. We are encouraging competent authorities to ensure that the slaughterhouse facilities they have are humane and legal, and they take robust action where that is not the case. And we are encouraging the European Commission to ensure that all slaughterhouses have CCTV to help in the enforcement of the regulations and law at the time of death, but also that the labelling of meat is far more transparent, so people can be encouraged to eat meat that is locally reared and sustainably reared. World Horse Welfare's view is clearly not that of everyone's, but we simply believe that every equid owner should have access to legal and humane euthanasia for their animals, and that restricting those options is so often at the detriment of equine welfare. Thank you. Rolly, une question avant les questions de la salle. En France, on a des associations de défense des animaux qui sont tout à fait contre la consommation de la viande de cheval. Est-ce que pour vous, c'est une... Enfin, on a bien compris que ce n'était pas vraiment votre position. Est-ce que pour vous, c'est une position responsable d'être opposé formellement à la consommation de viande de cheval pour la santé même des chevaux, pour le bien-être des chevaux, est-ce que c'est une position responsable? The key issue is for a welfare organisation is the welfare of those animals during their lifetime. And so if there is humane slaughter, and as a vet I've been to abattoirs where animals have been slaughtered, it can be done humanely. There are many people in Europe who will say it cannot be done humanely, but it can be done humanely, and where that is the case, then whether people eat horse meat or not is a cultural choice and is not something that we would need to have a view on, and indeed don't have a view on. But I think the reality is that across member states there is inhumane euthanasia, and where that takes place it's clearly unacceptable, and that's where we would focus our efforts to make sure that the standard of euthanasia where it's taken place is legal and, most important, is humane. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions pour Holly Owens? Alors Christelle, on va passer à notre intervenant suivant qui sera Xavier Dornier qui va nous parler du coût économique de la fin de vie. Xavier Dornier qui travaille donc à l'IFCE, Institut français du cheval et d'équitation, chargé de mission à l'Observatoire économique et social du cheval. Merci Céline. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée en 2014 sur l'impact économique que peuvent avoir les évolutions dans la gestion de la fin de vie. C'est une étude qui a été menée à la demande des socioprofessionnels, justement pour avoir quelques éléments économiques suite aux évolutions récentes. Donc pour rappeler rapidement le contexte, il y a effectivement 1 million d'équidés, comme l'a dit Céline en ouverture, et on compte 17 000 abattages en 2013 de chevaux français, hors import pour abattage. Et à titre de comparaison, on a 3 fois plus d'équarrissage à peu près. Donc c'est la particularité de la filière équine. Donc le contexte qui a motivé un peu cette étude, c'est les crises médiatiques qui ont touché la viande chevaline en 2013, et puis la libéralisation de l'équarrissage qui est intervenue en 2008, qui a inclus des coûts importants pour les détenteurs d'équidés. Et donc suite à ces événements-là, la filière a souhaité avoir des éléments économiques sur la fin de vie des équidés. Donc l'objectif de cette étude, c'était de connaître déjà les pratiques actuelles des acteurs et également de mesurer du coup l'impact économique d'éventuels changements. Pour cela, on a mené 2 approches méthodologiques différentes. D'une part, des enquêtes qualitatives auprès d'un nombre assez restreint d'acteurs de la filière, professionnels ou particuliers.
Et puis bien sûr l'exploitation des bases de données et de toutes les données disponibles concernant la fin de vie des chevaux. Donc juste pour présenter rapidement les pratiques actuelles, on a interrogé une dizaine de 10 professionnels. Donc on voit il y a 3 élevages, 5 centres équestres et 2 marchands de chevaux qui ont été interrogés, donc pour voir quelles étaient leurs pratiques en termes de fin de vie des équidés. Donc on peut voir que sur le panel enquêté, il y a 3 structures qui ont recours à l'abattage pour tout ou partie de leur cavalerie, et 7 qui gardent leurs chevaux, enfin qui utilisent l'équarrissage. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces 7 structures qui conservent leurs chevaux jusqu'à une mort naturelle, justement, gèrent cette fin de vie. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 7, il y en a quand même plus de la moitié qui les conservent chez eux, enfin, dans leur structure, et qui du coup ont des frais associés à cette conservation. Les 3 autres ayant trouvé des solutions différentes, soit en les plaçant ou en les donnant à une partie de leur clientèle, soit en montant une association au sein de leur clientèle pour récolter des fonds et gérer la fin de vie de ces équidés réformés. Et pour les 4 structures qui les gardent à domicile, il y en a 2 qui les gardent auprès, donc avec des frais relativement limités, mais il y a 2 structures qui conservent ces chevaux en système pré-box, donc qui monopolisent un box avec des charges, du coup, des charges supplémentaires. Et donc d'après cette enquête, il y a 3 structures pour lesquelles la charge associée par équin est inférieure à 100 € par mois, mais ce qui est déjà conséquent, et une structure qui indique avoir une charge de 100 à 200 € par mois par équidé en retraite. Donc on voit que c'est un poids non négligeable pour les structures qui conservent leur équidé sur place et qui n'ont pas trouvé de solution pour le moment pour gérer leur fin de vie, externaliser un petit peu leur fin de vie. Donc notre travail, ça a été, en observant cette baisse d'abattage en 2014 de 17%, donc ce qui représente une baisse de 2400 chevaux non abattus. Notre travail, ça a été de modéliser l'impact économique pour les années à venir de la gestion de la fin de vie de ces équidés. Donc on avait été obligé de faire quelques hypothèses, notamment une hypothèse qui est assez forte et qui est que la population non abattue a la même répartition en termes de type d'équidé et d'âge que la population abattue, alors qu'on sait que les modifications réglementaires ont pu intervenir différemment sur les différents types de populations, notamment sur l'âge des équidés non abattus. Et nous avons cherché du coup à modéliser le coût de cette fin de vie en mesurant la perte liée à la perte de revenus de non-abattage, plus les frais d'entretien des équidés jusqu'à leur mort naturelle, et enfin les frais d'équarrissage liés à leur mort. Donc on a mesuré un impact général de l'ordre de 25 millions d'euros répartis sur une trentaine d'années, qui se répartissent en 1 million d'euros liés à la perte de non-abattage, puisqu'on estime à 500 € par équidé les revenus liés à l'abattage. Donc multiplié par le nombre d'équidés, on arrive à 1 million 100. Des frais d'entretien de l'ordre de 23 millions d'euros, et on voit que c'est là le plus important dans les charges liées à cette modification. J'expliquerai juste après dans la diapo suivante les modalités de calcul, et puis des frais d'euthanasie et d'équarrissage en fin de vie qui sont estimés dans cette étude à 0,7 millions d'euros en prenant des hypothèses vraiment basses, avec des frais d'euthanasie à 100 € par équidé, donc on a vu que ça pouvait aller bien au-delà dans les présentations précédentes, et puis un prix d'équarrissage estimé à partir des prix observés auprès de l'ATM, qui serait de 180 €. Là aussi, ça semble être une estimation basse vu les estimations, enfin les présentations précédentes. Donc, si je reviens juste pour expliquer l'estimation des 23 millions d'euros de frais d'entretien, donc qui correspondent à l'entretien des 2400 chevaux entre le moment où ils ne sont pas abattus et le moment où ils auront une mort naturelle. Donc, pour estimer ce montant-là, on a regardé les données d'abattage les données de décès
justement pas d'abattage, mais d'équarrissage enregistré au CIR, qui nous permettent d'avoir une courbe de survie des chevaux, une courbe de mortalité des équidés qui sont destinés à l'équarrissage et qui nous permettent de voir que sur ce graphique-là, des équidés, si on prend les chevaux de selle, donc la courbe avec les triangles, l'espérance de vie des chevaux à la naissance à 0 ans est de 18 ans à peu près. Pour les chevaux qui ont atteint l'âge de 10 ans, on a une espérance de vie qui n'est plus que qui est encore de 12 ans. Donc, donc pour des chevaux qui ont atteint l'âge de 10 ans, il leur reste à vivre en moyenne 12 ans. Donc c'est l'espérance de vie qui du coup est passée à 22 ans. Voilà. Donc ce qui nous permet, en connaissant la répartition de la population abattue en termes de type d'équidés et d'âge, on estime du coup que la population non abattue sera entretenue pendant 9,5 années, et ce qui conduit à entretenir 22 500 années d'entretien cheval. Donc c'est l'équivalent de l'entretien d'un cheval pendant 22 500 années. Donc c'est bien l'écart entre l'âge d'abattage et l'âge de mort naturelle, où il y aura une euthanasie et un équarrissage. Nous avons pris comme hypothèse, là aussi des hypothèses relativement basses dans la gestion et l'entretien de ces équidés, avec une répartition de ces équidés entre une gestion à domicile, donc pour 70% d'entre eux, donc à domicile, c'est soit des particuliers qui ont les chevaux à domicile, soit des structures professionnelles qui conservent les chevaux chez eux, qui sont considérés également ici à domicile. Pour des frais annuels de 600 €, incluant 240 € de frais sanitaires, donc justement pour assurer un bien-être suffisant de vaccins, parages, dentistes, etc. Ensuite, on a pris deux hypothèses différentes sur une pension à faible coût et une pension à coût élevé, avec des prix de pension qui sont à 130 € pour la pension à faible coût, donc une pension prêt classique, pas très chère, pour 25% de la population, et pour les 5% restants, dans des structures à coût élevé, avec une pension à 280 € pour des chevaux à la retraite. C'est des coûts relativement élevés. Donc on obtient un montant global de l'ordre de 23 millions d'euros, donc ce qui représente une charge globale de 25 millions d'euros, tout frais cumulé. Alors ce qui est important de noter, c'est que sur ces 25 millions d'euros, il y a effectivement une charge pour la filière qui sont la perte de non-abattage, les frais d'équarrissage et tous les chevaux qui sont conservés à domicile et qui représente une charge pour le propriétaire et pour la filière. Donc ça représente 46% du montant, mais on voit du coup qu'il y a 54% de ces montants-là qui correspondent à des pensions payées dans des structures qui vont proposer ces pensions d'entretien pour ces équidés en attente, et qui représentent du coup une manne financière non négligeable. Si on regarde l'évolution dans le temps, alors il y a un petit problème sur le graphique. Si on regarde l'évolution dans le temps qu'on ne voit pas là, donc on voit pas du coup que l'impact économique est réparti sur les 30 prochaines années, avec une perte de non-abattage qui est du coup la première année, et puis des frais d'entretien qui diminuent au fil des 30 prochaines années en fonction de la mortalité des équidés non abattus. Donc, en termes de perspective, on peut noter qu'il y a quand même un certain nombre d'opportunités pour les structures rurales et disposant de structures pour développer des types de pensions, notamment retraite, pour valoriser au mieux les herbages. Par contre, il y a des solutions à trouver, notamment pour les centres équestres périurbains et urbains qui ont peu de surface et qui du coup auront plus de mal à conserver leur équidés en retraite ou réformés chez eux, et qui devront trouver des solutions, notamment celles qui ont été évoquées tout à l'heure sur la mise en place d'associations ou de dons à des particuliers permettant d'assurer la fin de vie. Et puis il y a des risques qui peuvent être liés à cette masse de chevaux en retraite, notamment liés à l'abandon, au risque de non-paiement, et puis une saturation du marché du cheval de loisir, puisqu'il y aura davantage de réformes
non abattus qui vont alimenter le marché du cheval de loisir et donc entraîner une baisse des prix et une saturation encore plus importante du marché du cheval de loisir, voilà, qui est déjà abondé par des réformes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Je vois qu'il y a une main levée au fond. Est-ce qu'on peut donner un micro? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser votre question? Jean-Baptiste Thiebaud, président de Cheval Normandie, éleveur de chevaux de selle, de sport, aimant passionnément mes chevaux. Bon, j'ai apprécié, mais je vais poser des questions. J'ai apprécié l'intervention de madame qui a parlé en premier, qui est vétérinaire et qui a fait un exposé qui me semble très mesuré et très, très raisonné. J'apprécie aussi l'intervention de monsieur de l'IFCE, mais par contre, je ne comprends pas toujours son vocabulaire. C'est quoi Vous parlez de mort naturelle. Moi j'élève des chevaux depuis 40 ans. J'ai un cheptel de 120 chevaux en comptant les vieilles poulinières, du poulain de l'année à la plus vieille poulinière. J'ai donc une certaine expérience et j'ai rarement vu de mort naturelle. Autant j'ai vu, je ne voudrais pas faire de comparaison avec nous les humains, mais enfin, c'est à nous de décider pour nos chevaux, quoi. Moi, j'ai gardé une seule jument en retraite, c'était ma jument de base. J'ai bien regretté, parce que la faire relever 3 ou 4 fois par le vétérinaire dans le fond du pré, elle était encore en état, mais c'était aberrant. Donc c'est terminé, je ne garderai plus de chevaux comme ça. Après, vous parlez d'opportunités à saisir pour valoriser des espaces naturels en herbe, etc. Mais vous êtes-vous projeté à 20 ou 30 ans, quand on entend au niveau mondial le manque de surface agricole dont on nous parle, etc., etc. Non, mais c'est une aberration, ça, de vouloir. En plus, il y a plein de mouroirs pour chevaux. Il va falloir contrôler ça, faire de l'argent sur le dos. Alors, d'accord, dans les salons parisiens, mon cheval est dans les vertes prairies normandes en retraite. Et on se donne bonne conscience. Il paye tous les mois, donc c'est très bien. Sauf que moi, je ne sais même pas, en tant que professionnel, combien de côtes a un cheval. Par contre, j'ai vu des pensions retraite pour chevaux, ça. On voit tout de suite à quelques centaines de mètres combien de côtes possède un cheval. Donc c'est très triste tout ça. Donc heureusement que vous avez parlé encore de solutions raisonnables et pas forcément cruelles, même si il faut savoir faire abattre ces chevaux. Si on choisit l'euthanasie, très bien, si on en a les moyens, etc. etc. Mais il faut savoir faire abattre ces chevaux. Il faut les aimer passionnément jusqu'éventuellement à les manger. Il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Si on parle de l'équarrissage, moi je suis absolument écœuré, je suis pourtant pas sensible. Mais j'ai malheureusement des chevaux qui meurent d'accidents, de maladies. L'équarrissage vient. Bon, alors ça se dégrade, on paye, bon, c'est même pas le problème. Mais enfin, voir qu'on éventre les chevaux, ils viennent. Et pourtant, je suis dans le Nord-Cotentin, il y a une grosse densité de chevaux. Des fois, ils passent 5 ou 6 jours après. Il y a les week-ends, il y a tout ça. Anne Hidalgo, vous savez très bien, elle n'écoute pas Macron, il ne faut pas travailler le dimanche. Bon, non, mais je caricature un peu, mais c'est parce que M. Macaire, avec son bon sens, il m'a plu ce matin, même s'il exagère un petit peu. Bon, j'ai des stagiaires en formation, des apprentis, etc. Quand on vous éventre une poulinière gestante, parce qu'on ne veut plus... Avant, moi j'arrive et j'étais prêt à prendre une arme, enfin je suis un non-violent de première, mais enfin néanmoins j'ai dit au chauffeur de l'équarrissage, mais attendez, je vais aller chercher des sangles et puis on va proprement déposer ma jument dans votre camion. Ah ben non, il me l'a éventré devant tout le monde en la prenant avec un croc, en me laissant une brouette de boyaux. Et vous trouvez ça bien? Et c'est ça alors d'accord, ils sont morts, on ne parle plus de bien-être, mais c'est ça la police sanitaire, enfin c'est ça le progrès. Non, on va en marche arrière et le monde nous observe. Alors si on veut que les chevaux continuent, et moi je suis passionnément, je crèverai avec mes chevaux comme M. Macaire, mais on ne va pas forcément toujours dans le bon sens. Et les professionnels doivent en prendre compte, et il faut faire de la pédagogie dans les clubs, partout. Bon, j'ai parlé bien trop longtemps, et c'était pas vrai, c'était pas vraiment une question. L'époque Xavier Dornier, il va être bien embarrassé pour répondre à ça quand même. C'est plutôt des considérations générales. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors c'est quand on peut peut-être passer à la
à l'intervenant suivant. Alors, Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. L'intervenant suivant s'est penché sur les pertes et gaspillages alimentaires, et donc dans le cadre d'une étude large sur les pertes et gaspillages alimentaires. Lui s'est plus particulièrement penché sur le cheval et la poule de ponte. Donc il va nous parler évidemment que du cheval aujourd'hui, et donc de savoir si effectivement il faut se priver de la viande de cheval ou pas. Est-ce que c'est raisonnable de s'en priver ou pas? Alors juste, je précisais à Monsieur Coudurier que voilà, s'il pouvait tenir 10 minutes, parce qu'on me fait signe que nous sommes très en retard. Je me suis fait tirer l'oreille. J'ai bien compris. Bon, donc une nouvelle question. Est-ce qu'on doit se priver de la viande de cheval? Alors, je vais introduire une problématique qui ne l'a pas été aujourd'hui, c'est la seule. C'est qu'effectivement, les pertes et les gaspillages alimentaires en général sont devenus une préoccupation croissante et au niveau mondial. On ne parle pas de la France, on parle du monde. Alors, pour le passage de diapo, où est-ce que je... Oui, c'est bon. Donc, pour des raisons de sécurité alimentaire, bien entendu, puisque quelques chiffres rapides, mais on sait que la demande alimentaire mondiale est en forte croissance et on anticipe en gros 40 à 70% de toute façon d'ici 2050, ce qui est très rapide. Par rapport à ces besoins, ce que l'on sait, c'est que, à la louche, environ un tiers des aliments produits dans le monde sont perdus ou gaspillés. Ce n'est pas forcément volontaire, c'est à l'échelle du monde, donc, y compris dans des régions où il n'y a pas de chaîne du froid, enfin de solutions satisfaisantes. Pour autant, on voit que les chiffres que vous avez là, en végétaux dépendant du type de végétal, 30-45%, on peut aller jusque-là. Les produits animaux, la perte est moindre, mais n'est pas négligeable quand même. Alors, c'est également une préoccupation pour des raisons en fait de protection des ressources naturelles et de réduction des impacts environnementaux. Je n'ai représenté ici sur ce graphe, ce sont des données FAO, que les céréales et les légumes, les deux premières courbes, et ensuite les viandes et le lait et les œufs. Ça, ce sont les pertes en volume en fait. On voit que c'est plus limité sur les produits animaux, bien sûr, mais où est-ce que je dois viser pour... Ça y est, c'est bon. Par contre, si on considère maintenant l'impact environnemental, enfin ici, c'est en fait la contribution, c'est l'empreinte carbone en fait. On s'aperçoit que proportionnellement, bien sûr, les produits animaux contribuent beaucoup, puisque ce sont de toute façon des produits de transformation. Un animal transforme en aliments des aliments qui préexistaient. Et donc, la question des pertes et des gaspillages a été mise aux agendas politiques partout dans le monde. Quelques exemples, vite fait. La FAO, bien sûr, puisque c'est sa raison d'être que la sécurité alimentaire, je ne détaille pas. L'Union européenne aussi s'en est saisie. La Commission, dans ce contexte, il y a eu le financement d'un important projet de recherche européen qui s'appelle Fusion, qui porte justement sur les pertes et les gaspillages, toute filière, bien sûr. Le Parlement. Et au niveau national en France, la dernière initiative, elle est récente, c'est le rapport du député Guillaume Garot, et ça remonte à avril de 2015. Alors, pourquoi le cheval? Bien sûr, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il vient nous parler de ça, surtout à cette heure, on veut rentrer, soigner nos chevaux. Dans le cadre de la fin de vie des chevaux et d'une session qui lui est dédiée, on peut effectivement se poser la question sur cela. Pourquoi d'abord l'étude INRA sur les pertes et les gaspillages, pourquoi diable s'est-elle intéressée au cheval? Bien entendu, c'est une filière parmi d'autres, et à côté de la filière céréales ou viande bovine ou porcine, c'est marginal. Cependant, il y a quelques filières, quelques produits qui nous intéressaient particulièrement parce qu'il y a des tas de motivations, autres que purement économiques, techniques, qui font qu'elles ne sont pas, on en avait quand même une petite idée, forcément consommées. C'est le cas du cheval, et c'est aussi le cas de la poule de réforme. On a étudié ces deux cas. Je ne vais évidemment pas vous parler de la poule. Il s'agit en fait d'un coproduit qui est secondaire si on considère le cas en fait des filières de sport. Il est évident que la finalité viande, donc boucherie, est tout à fait secondaire par rapport à l'utilisation d'un cheval athlète, encore que dans le cas du poulain en race de trait,
Si on prend sur une base de kilotonnes produites, ou plus exactement susceptibles d'être consommées, bon, c'est un petit cinquième, ça n'est pas quand même anodin, la finalité boucherie, on ne doit pas l'oublier. Alors, les curiosités justement de cette filière équine, c'est que bon, la consommation, on le sait, elle est faible, enfin elle est non nulle, qu'on a une production potentielle qui, alors ce sont des estimations, on est obligé de faire à dire d'experts, mais enfin en gros, qui sont, cette production potentielle, elle est voisine de la consommation, quand on met tout, on en verra le détail plus loin, mais finalement, on s'aperçoit que les volumes importés correspondent presque à la consommation et à la production. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que cette filière extravagante? Alors, en fait, on a essayé de recenser les différents freins et leviers à la consommation de viande de cheval, et je vais reprendre des choses que vous avez entendues pour partie. Peut-être moins ce qui est là, qui est d'abord la perception de la viande par le consommateur. Bon, elle est quand même de plus en plus méconnue, hein, ça c'est clair. Il y a une méfiance, tout le monde l'a évoqué quand même, suite à des affaires, entre guillemets, relativement récentes, soit sur la nature du produit, l'affaire Bigard, entre guillemets, soit sur une fraude sur les garanties sanitaires, c'est la plus récente affaire Bayard. Bon, tout ça n'est pas très favorable. Et puis, il y a un point aussi qui est pas anodin chez nous, c'est que le consommateur français qui consomme du cheval consomme de la viande rouge, c'est-à-dire de réforme, c'est ce qu'il aime, et ne consomme pas de viande rosée de poulain, ce qui n'est pas, pour la filière trait, une très bonne chose. Un autre aspect extrêmement important, mais Claire Scicluna en a parlé, ce sont évidemment les contraintes sanitaires qui sont très lourdes, et alors là vous avez des moins en rouge, c'est l'absence d'autorisation de mise en marché pour un certain nombre de médicaments utilisés chez le cheval, et pourtant il y a des chevaux dans le monde, il faut croire qu'on ne gagne pas assez en vendant ces médicaments pour déposer des dossiers d'AMM. C'est le cas de la phénylbutazone notamment, et du coup cela exclut la viande de la chaîne alimentaire pour la vie de l'animal. Il y a il y a quelques défauts d'identification qui empêchent l'abattage, ça a été évoqué, et puis un autre handicap, c'est le fait qu'on ne valorise pas le 5e quartier chez le cheval, ou quasi pas. Et c'est pas anodin, parce que dans les autres filières de boucherie, parfois, c'est finalement la valorisation du 5e quartier qui permet un peu d'assurer la rentabilité de l'abattoir. Donc, premier frein majeur, évident, criant, c'est ce problème sanitaire avec un retrait définitif de la chaîne alimentaire, et le SAS de 6 mois évoqué antérieurement serait une excellente initiative, nous semble-t-il. Un autre aspect, c'est la perception sociétale. Vous en avez entendu parler aussi ce matin, tout à l'heure. Il y a d'abord une dimension affective qui est forte, en particulier dans la relation cavalier-monture. On peut parfaitement comprendre que quelqu'un qui a eu un cheval, qu'il a monté, avec lequel il a fait du sport de l'exercice pendant des années, n'a pas envie de le voir partir. C'est évidemment une contrainte très forte, un frein très fort. Il y a aussi une perception croissante de la société en général, du citoyen, comme animal de compagnie. Je ne vais pas y revenir, mais quand même. Et puis aussi des campagnes anti-abattage. Et aux USA, je rappelle que les abattages ont été interdits à compter de 2006, et que finalement, compte tenu du fait que les chevaux soit étaient abandonnés, soit traversaient les États-Unis pour aller se faire abattre au Canada ou au Mexique, et bien finalement, le Congrès est revenu sur sa décision en 2011. C'est quand même un cas significatif. Ça montre que dans un grand pays, il peut y avoir des décisions de ce genre. Et donc, on s'aperçoit que la dimension affective, avec toutes ces dimensions, elle est importante. On se rappelle aussi de la campagne quand même anti-hypophagite de la Fondation Brigitte Bardot en 1999. C'était quand même assez fort, les images qu'on voyait dans le métro. Hein. Donc, voilà, donc dimension affective qui est plutôt propre au couple cavalier-monture, et puis la pression sociétale en général. Enfin, dernier point, alors vous voyez enfin apparaître du vert, des plus, c'est qu'il y a une valeur carcasse quand on possède un cheval qui n'est pas négligeable quand même. Enfin, c'est pas une poule de réforme. Hein. Potentiellement, le détenteur peut en tirer quand même un certain montant. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est un levier majeur avec 2+, alors avec un point d'exclamation entre parenthèses, pour qu'on
qu'on ne m'écorche pas à la sortie, c'est que le coût d'euthanasie et d'équarrissage est très élevé. Enfin, ça devrait normalement être un motif très fort pour envoyer plutôt à la boucherie, dans de bonnes conditions, son animal, enfin à l'abattoir. Le coût d'abattage, il est relativement élevé par rapport au gros bovin, quand même. Hein. Et puis c'est une viande qui est quand même chère pour le consommateur. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas de l'escalope de Ninde. Et enfin, en dernier, des contraintes logistiques et industrielles, finalement, c'est qu'il y a une utilisation majoritaire d'abattoirs gros bovins qui ne sont pas toujours bien adaptés, hein, donc on retrouve tout ça. Donc tout ça fait que quand on examine globalement la situation, on a un levier majeur qui est finalement, qui était donc le coût élevé de l'euthanasie et de l'équarrissage, contrebalancé finalement, contrecarré par la pression affective, enfin par la dimension affective et les contraintes sanitaires. Et que finalement, on se retrouve avec 3 freins majeurs qui, en amont de la consommation, puisqu'ils empêchent ou limitent l'abattage lui-même. Alors, il en découle, je n'ai plus que 2 diapos. Décidément. Bon. Ah voilà, pardon. Vous arrivez à lire? Oui, c'est mieux pour vous. Alors, finalement, on arrive à la fréquence des différents usages, entre guillemets, des chevaux et poulains potentiellement disponibles sur pied. Alors, vous avez deux tableaux, enfin, deux séries successives exprimées en tête, parce que là, c'est un chiffre qui est sûr, qui est disons, avéré, et ça permet de calculer des proportions. Et en dessous, il y a des estimations de poids de carcasse, et donc, dans certains cas, ce sont des animaux, finalement, qui sont équarris ou qui partent en vif et pour lequel il y a eu des tonnages estimés, c'est-à-dire d'experts, mais enfin ça donne une idée. Et donc on s'aperçoit que finalement on a 2 situations très différentes. Dans le cas des chevaux de réforme, la viande rouge que l'on mange, on a une situation qui est paradoxale puisque on a presque 2/3 d'équarrissage en fait. Si on ajoute les poulains exportés en vif, hein, on a presque 2/3 d'équarrissage, alors qu'on a 80% de la consommation nationale de viande rouge qui est assurée par l'importation de carcasses en provenance de pays tiers. Dans les races de trait, par contre, on a un équilibre qui est fragile, puisqu'on a bien, en effet, une valorisation en alimentation humaine, mais qui reste tributaire de marchés d'exportation, consommateurs de viande rosée, lesquels sont plutôt en récession. Et donc, on se retrouve en quelque sorte, pour vous faire le coup du pâté de poulet de cheval, avec une situation qui rappelle celle de la poule pondeuse de réforme, où elles sont encore consommées, mais parce qu'il y a des marchés ailleurs, en Afrique de l'Ouest, où on consomme encore ce type de produit. Sinon, ils seraient perdus, gâchés. Voilà. En résumé, et c'est ma dernière diapositive, dans les filières courses et sport loisirs majoritaires, la valorisation économique des carcasses ne constitue pas ou plus un enjeu fort en regard de l'utilisation qui est faite des chevaux, en fait. Hein, voilà. Considérée sous l'angle des pertes et gaspillages alimentaires, cette situation conduit quand même au retrait de la chaîne alimentaire d'une quantité significative, même très significative, de viande rouge de qualité disponible sur pied. Alors il y aurait des obstacles sanitaires à lever. Et dans un contexte où la consommation, quoique résiduelle, est assurée finalement par l'exportation. Dans le cas des races de trait, par contre, je l'ai déjà souligné à quelques reprises, la valorisation des poulains en boucherie est cruciale pour le maintien du cheptel reproducteur, puisqu'il faut bien amortir le coût d'entretien des juments, mais elle reste dépendante de l'existence de marchés export qui valorisent ce type de viande. Voilà. Merci beaucoup. Bilan de l'opération, il faudrait consommer de la viande de cheval et consommer français, tant qu'à faire, pour que ce soit responsable et cohérent. Il y a différentes solutions possibles. Interbev a essayé aussi de sensibiliser les consommateurs à la consommation de viande rosée, parce que cette viande de poulain qu'on exporte, ce serait quand même bien qu'elle soit consommée chez nous. Ça donnerait un sacré coup de pouce aux éleveurs des races de trait. Et puis, d'autre part, après, la motivation, enfin, les aspects éthiques ou sentimentaux. Vous n'arriverez jamais à convaincre un propriétaire de cheval qui veut garder son cheval qu'il faut l'envoyer à l'abattoir si son idée est contraire. La question sanitaire, elle est importante et grave, et les deux s'interpénètrent, parce que dès lors que on a fait une première administration
par exemple de phénylbutazone, l'animal est retiré de la chaîne et après on fait ce qu'on veut. Mais si effectivement il y avait un délai de rémanence à respecter, oui, et qu'on respectait ce délai de rémanence, il pourrait voilà, rentrer dans la filière. Et dans l'autre sens, à partir de là, on résoudrait si un propriétaire dit que pour des raisons affectives, il le retire de la chaîne alimentaire, on peut administrer, tout vétérinaire peut administrer ce qu'il veut au cheval, il est retiré de la chaîne, on ne l'inscrit pas sur le carnet. Donc si le cheval est vendu une fois, deux fois, trois fois, les propriétaires d'après, se retrouvent avec la patate chaude et ne peuvent plus le mettre dans la chaîne alimentaire puisqu'il n'y a plus de traçabilité sur l'administration de médicaments. Si on arrivait à régler ça, on ferait probablement un pas. S'il y a un levier, il est probablement là, parce que sur l'aspect sentimental, éthique, voilà. Après, si c'est la société qui l'impose, on tombe dans un autre débat. C'est-à-dire que les campagnes anti-hypophagie, qui consistent à dire il ne faut pas manger de la viande de cheval, je partage l'opinion qui a été exprimée généralement aujourd'hui, y compris par notre ami anglais, c'est que il vaut mieux l'envoyer à l'abattoir dans de bonnes conditions, il n'y a pas de différence, et le pire, c'est, comme ça a été souligné tout à l'heure, de garder un vieux cheval qui va souffrir, qui va perdre ses dents, etc., qui va maigrir, pour le garder. Est-ce que c'est raisonnable? Enfin, il faut avoir mis les pieds à la campagne une fois pour savoir que non. On va passer, merci beaucoup. On va passer, est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? S'il n'y a pas de questions, on va passer à nos deux derniers intervenants qui sont là un petit peu pour conclure. Donc, ils sont Paul Essartial, président du Conseil des chevaux de Normandie, et puis Marianne Dutoit de la FNC. Qui commence? Allez-y, Paul. Merci de m'écouter encore. Ici, on rentre dans l'émotion et la passion. Donc les chevaux, moi, c'est mon métier, je vis avec, je travaille avec. Et comme vous, j'ai les vieux chevaux, et quelquefois j'en euthanise un quand il a 25 ou 26 ans, mais les conditions sont très défavorables. Donc je crois qu'il faut trouver un équilibre entre l'équarrissage, l'abattoir et le bien-être animal, les propriétaires qui veulent trouver des solutions pour leurs chevaux, les mettre dans des centres d'hébergement, en payant bien entendu. Il faudra le faire. À la Société du cheval français, nous avons déjà pensé qu'il fallait aller dans ce sens-là, et nous avons une commission bien-être animal, et je salue Éric Frémiot qui est dans la salle, et qui travaille depuis 1 an sur ce bien-être animal. Mais encore une fois, c'est de trouver l'équilibre. Je crois que, monsieur, vous avez dit les uns et les autres des choses vraies, et il faut aller dans ce sens-là. Donc le cheval, c'est pas un animal de compagnie, parce que si ça devenait un animal de compagnie, demain, eh bien, il n'y aurait plus de courses, il n'y aurait plus de chevaux, il n'y aurait plus de chevaux à terre, donc l'affaire serait classée. Donc il n'y aurait plus aucun cheval sur la France. Alors animal de compagnie, n'y pensons pas ni les uns ni les autres, enfin, certains peuvent le penser, mais encore une fois, ce serait l'éradication totale des chevaux en France et en Europe. Donc il faut aller vers un label. Pour moi, c'est le label Écureuil que nous avons mis en place pour les jeunes qui veulent aujourd'hui faire un établissement. Il faut des normes environnementales, sanitaires et ainsi de suite, qui vont continuer. Alors, les normes font partie de notre environnement de demain, que nous le souhaitions ou pas, et il vaut mieux les anticiper que de les subir. Parce que Bruxelles, que je connais un tout petit peu, je le disais ce matin, est une machine à pasteuriser, et si vous ne le faites pas vous-même, ils le feront pour vous dans des conditions difficiles pour vous les uns et les autres. C'est ce que je ressens, puisque j'y suis allé pendant une dizaine d'années avec la Société du cheval français pour d'autres raisons, mais il faut exister, il faut proposer. Donc la proposition que je pense faire avec d'autres aujourd'hui, dans une réflexion commune que nous avons eue, c'est de créer des labels environnementaux, d'abattage aussi, de labelliser des abattoirs qui soient convenables et qui aillent dans le bon sens du terme de ce que nous souhaitons les uns les autres, c'est que le cheval ne stresse pas. Car un cheval, il stresse. Quand vous allez dans un abattoir et qu'il va attendre une nuit, eh bien, c'est pas correct. Donc, il faut trouver des solutions et nous devons financer des abattoirs qui soient labellisés et qui travaillent dans le bon sens que nous souhaitons les uns et les autres. Sur le bien-être animal, c'est la même chose. Nous labelliserons des fermes ou des haras qui prendront des chevaux en pension avec un comité d'experts qui passera chaque année, et nous labelliserons chaque année et nous retirerons le label s'il faut, mais nous dirons ici, vous pouvez y aller sans crainte, c'est labellisé.
Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, responsabiliser tout le monde, les acteurs comme ceux qui travaillent et qui vivent du cheval, car nous travaillons beaucoup avec beaucoup de chevaux. J'entendais que vous disiez les uns et les autres qu'il y avait des chevaux abandonnés. Il y a 100 000 équidés en Normandie, je n'ai jamais vu un cheval abandonné. Donc nous sommes des vrais professionnels quelque part et nous respectons le cheval qui nous fait vivre les uns et les autres et qui est un cheval d'agrément pour certains, de passion pour d'autres. Enfin, un cheval, ça fait partie de notre environnement naturel que nous avons eu depuis des décennies en Europe. Le cheval a été un cheval de traction et il travaillait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous l'avons différencié. Il fait du saut d'obstacle, il fait de la course. Enfin, c'est un cheval de compagnie, pour certains, d'agrément. Donc voilà, essayons avec ce cheval-là d'avoir une vraie responsabilité et qu'ensemble, nous travaillons pour le respect du cheval. Et si nous allons à Bruxelles en étant respectueux du cheval, avec une labellisation à tous les étages d'environnement du travail du cheval que nous pouvons avoir, d'hébergement et ainsi de suite, eh bien je crois que nous aurons gagné et que le cheval pourra nous remercier. Merci, Monsieur Estartial. Marianne Dutoit, vous allez enchaîner sur ces pistes à explorer pour le financement de la fin de vie. Alors, avant toute chose, je voulais vous préciser que ce soir, je ne devais pas être là. Et puis, Paul, pendant l'été, en pleine sécheresse, j'avais mes 2 pieds dans les bottes, comme dirait Monsieur Macaire, je suis paysanne dans le Gers, m'a dit la filière agricole, elle se positionne comment sur le financement de la fin de vie? Ma première réflexion, c'était de chef d'entreprise, me dire « Ah non, Paul, pas en ce moment. Ça a été dit toute la journée. On vit une crise comme rarement on l'a vécu d'un point de vue économique. C'est soit trop tard, soit trop tôt. » Puis l'année est passée, je me rappelais Paul, il me dit « En général, Paul, vous êtes plutôt en avance vis-à-vis des autres. » Donc la responsable agricole FNSEA que je suis s'est dit, tu es en train de te battre aujourd'hui pour faire en sorte que la problématique à court terme économique que nous vivons en tant qu'éleveurs et détenteurs professionnels de chevaux puisse rentrer dans le plan d'urgence. Vous ne le savez pas, mais grâce à la FNSEA, grâce à Xavier Belin pour ne pas le citer, vous avez tous vu les images des 1700 tracteurs à Paris. Nous avons œuvré de façon très forte pour démontrer, parce que ça, on ne sait pas le dire, ça s'est dit toute cette journée, et c'est fort, et j'espère que ça sera porté très haut, c'est de dire que nous n'allons pas bien. On n'est pas riche parce qu'on a des chevaux. Pourquoi je viens à ça? Parce que je me suis dit quelque part, banco, Paul, banco. On a effectivement une piste au niveau agricole, et je conclurai par là. Mais avant toute chose, que ça soit la belle fin de vie de nos chevaux, le bien-être de nos équidés, il passe par quoi? Il passe par la compétitivité de nos entreprises. Alors j'ai imaginé étape par étape, et tout ce qui a été dit aujourd'hui, je vais y revenir un petit peu, plus ou moins directement, on n'a pas énormément de temps, j'irai vite, promis Céline. En France, la fin de vie pour un animal de rente, je vais vous choquer, c'est le steak. Le steak haché, le steak rouge, le steak. Aujourd'hui, ça a été dit un petit peu précédemment, cet animal de rente devient de plus en plus un animal de compagnie. Nous avons été un certain nombre à entendre les débats durs sur la loi de modernisation et de simplification. On a depuis les années 70 ou 80, je ne sais plus exactement, dans le code rural, le fait que oui, nos animaux de rente sont des animaux sensibles. On veut maintenant faire des lois autour de ça. On veut de plus en plus amener une réflexion sur ce sujet-là. Dont acte. Mais nos décideurs, nos politiques, tous les jours, il y a un projet de loi qui nous dit animal de compagnie, animal de rente. À quand une décision? Vous avez eu l'année dernière un boucher chevalin. Moi, j'ai mes adhérents, majoritairement, pas majoritairement, mais un certain nombre, sont des éleveurs de chevaux de trait. Chapeau bas aujourd'hui, d'avoir le courage de dire oui, je produis du cheval de trait, oui, si je peux développer un débouché, 2% du marché, ça a été dit tout à l'heure, sur l'utilisation, on fait. Être boucher chevalin, pas facile de transmettre son affaire aujourd'hui, et pourtant, ils vont bien.
économiquement. Ils font de l'emploi. Alors, moi, je n'ai pas de position. Enfin, si, en tant que responsable ICROL, j'ai forcément une position. On l'a vu, tous les chiffres l'ont dit. Économiquement, c'est une solution. Il ne faut surtout pas revenir sur cette solution-là. Je voulais quand même vous parler de points qui expliquent de ce qui se passe dans notre filière. C'est Vial qui disait on est passé de zoophages à des sarcophages en France. Ça veut dire qu'avant, on avait tout à fait confiance qu'on mangeait de la viande qui venait d'animaux. Aujourd'hui, on mange de la chair. Pourquoi on en est arrivé aujourd'hui là? Parce que très concrètement, les vaches, les ovins, les caprins sont de plus en plus loin de la population. Fantastique, le salon de l'agriculture. On va y avoir des animaux de ferme, super. Dans le cheval, c'est différent. Aujourd'hui, à la fois, c'est un avantage. Aujourd'hui, en définitive, on a parlé du PMI tout à l'heure, on a le cheval toujours près de nous, même en ville, soit à la télé, soit dans les centres équestres, soit chez les entraîneurs, dans les petites cours intérieures, il y a du cheval. Quelque part, on n'a pas la même approche sociétale sur ce cheval. Et du coup, scandale, pouvoir le manger, ah là, on voit derrière ce que ça veut dire. J'avance, le temps passe, mais ça explique qu'aujourd'hui, on a un vrai souci sur le financement de l'équarrissage. Aujourd'hui, 20 millions de bovins au niveau français, 2 millions de bovins battus, 240 000 bovins équarris. Facile de financer à partir de l'abattage l'équarrissage. Facile, c'est un accident. En France, ce n'est pas le cas. 2 tiers, 1 tiers, ce n'est pas le cas du tout. 17 000 chevaux abattus, 32 000 chevaux équarris. Comment fait-on? Comment fait-on? D'autant plus que ça a été dit également, il y a à la fois un problème de choix idéologique. Moi, je respecte ce choix complètement et parfois, il m'arrive de le faire à titre professionnel. Maintenant, je n'irai pas, par principe de liberté, imposer aux futurs propriétaires de ne pas pouvoir l'abattre si économiquement, il ne peut pas suivre le mouvement et si, quelque part, il veut le faire abattre. Ça a été dit, choix de la case, pour nous, ce n'est pas possible. Autre point important, ça 6 mois, excusez-moi, j'y reviens. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? On a des centaines de juments de trait qui n'ont pas pu être abattus parce que, Horsegate oblige, la France, qui lave de temps en temps plus blanc que blanc, alors c'est bien, parce que pendant cette crise du Horsegate, quelque part, on s'est rappelé, je vais peut-être vous choquer, mais on s'est rappelé que la viande de cheval était consommable et que le système français faisait qu'on était hyper tracé. Toutes les problématiques de crise de ce Horsegate, ça vient de l'étranger, ça ne vient pas de chez nous. On a un système hyper performant avec le CIR notamment, il faut le dire, le répéter, et du coup, le consommateur a été chez le boucher chevalin pour avoir de la viande française. Céline, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, essayons de mettre en place une vraie filière autour du cheval français et notamment des chevaux de trait. Je le redis ici, ces juments-là aujourd'hui, en pleine sécheresse, c'est des centaines et des centaines qui sont nés avant 2001, qui n'ont pas de feuillets médicamenteux agrafés, je ne reviens pas dans le détail. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas les abattre. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On a déjà consommé notre foin pour partie. Je crains le pire. On voit déjà des chevaux qui passent par les frontières. J'habite le sud-ouest, l'Espagne, c'est facile. La Belgique, c'est facile pour ceux qui habitent le nord. Ils reviennent de toute façon en France. Pas de souci. Voilà ce qu'il en est concrètement. Donc là aussi, on a une responsabilité et nous, décideurs et nos services ont une responsabilité avant même qu'on s'empare du sujet d'un point de vue professionnel. J'avance, excusez-moi. Abattage, je vous l'ai dit. Pas simple, pas simple. SAS 6 mois, c'est une solution. Le SAS 6 mois, c'est une solution pour ces chevaux-là en particulier. Et demain, raisonnons de façon beaucoup plus économique. Mais c'est un choix. Aujourd'hui, on vient de sortir, je ne sais plus, il y a 1 semaine ou 10 jours de ça, que les pays hors Europe auront le droit de ce SAS 6 mois. Ça fait un an qu'avec les vétérinaires, qu'avec le syndicat des chevaux de pur sang, on se bat sur ce sujet-là. On n'a pas de réponse. La dernière fois que j'ai eu la réponse, ça a été « oui, c'est compliqué pour la France de mettre ça en place suite au Horsegate ». Oui, et puis vraiment, ça vient des services. Et là, je m'inquiète. On me dit, est-ce qu'il est normal qu'un cheval qui a participé au plaisir des enfants, qui a participé au sport, au loisir, aux courses, aille à l'abattoir? C'est un choix.
On est dans le pays de Charlie, on doit être libre pour pouvoir le faire ou pas. Que ça vienne des services, ça m'inquiète. Est-ce qu'on se pose la question de la vache laitière? La vache laitière, on l'élève pour faire du lait. Elle termine elle aussi dans nos assiettes, ça ne pose pas la même question. Pourquoi on ne s'interroge pas de la même façon pour le cheval? Je sais, il y a plein de sujets sociétaux derrière, et ça s'explique sociétalement. Mais à un moment donné, que nos politiques aient le courage de nous dire « terminez la viande de cheval », et qu'on y voit toutes les conséquences économiques. Et derrière, on parlait des abattoirs. Il y a des abattoirs qui ont le courage, encore après leur guette, de prendre des chevaux. Pas tous, certains ont décidé de ne plus les prendre, pas avoir de problème, au cas où. J'avance, je reviens toujours en arrière. Euthanasie. Choix responsable, choix responsable. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, à 22 ans, je me souviendrai toujours, d'une propriétaire qui vient me voir, elle a accidenté, grand glaou sur la plage, son cheval. 2h30. On pleure ensemble, on la soutient. Le soir, elle me rappelle, elle me dit, il y a peut-être une solution économique, l'abattage. 22 ans, je venais de m'installer comme jeune agricultrice. Oui, et alors? C'est possible. Est-ce que tu l'amènerais à l'abattoir? Waouh! Abattoir, 22 ans, on n'est pas tout à fait prêt à l'entendre. Je suis agricultrice, mais enfin bon, voilà. Eh bien oui, j'ai pris mon camion, oui, je l'ai amené à l'abattoir. Oui, j'ai vécu l'abattoir. Claire l'a dit. Voir ce que c'est réellement, prendre la responsabilité d'accompagner son cheval. Alors moi, j'ai eu de la chance. J'ai un petit abattoir. On a passé derrière le couloir habituel de tous les autres animaux, parce que Paul l'a dit, la viande stressée, elle n'est pas consommable. Donc le cheval, on y fait attention. Il y a eu d'énormes progrès sur le sujet. Il y a une réglementation au niveau européen qui est drastique. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais je vous assure, je viens de vivre quelque chose, et ça redescend. Après l'abattoir, juste avant, il peut y avoir aussi l'euthanasie. À 99% du temps, ça se passe bien dans un abattoir. À 99% du temps, ça se passe bien avec un vétérinaire. 1er mai 2015. J'ai fait le choix personnel de ne pas mettre un ancien pur sang qui nous a emmenés aux 2 étoiles de Pau à l'abattoir. Choix personnel. Je l'ai fait pour d'autres. Je ne l'ai pas fait. Choix personnel. Grave colique, 1er mai. Pas un veto rural, pas un veto équin. Ça s'est toujours super bien passé avec tous mes vétos ruraux, tous mes vétos équins. Veto, excusez-moi, c'est pas du tout par rapport au veto, mais là aussi, on vit des trucs incroyablement difficiles. Même l'euthanasie, je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand vous avez d'abord un vétérinaire qui vous dit « Ouh là là, j'aime vraiment pas faire ça sur les chevaux », waouh, on est déjà en train de tenir au mieux le cheval dans le moindre douleur possible et on a fait tout ce qu'il fallait avant. Ça arrive aussi. Ça arrive pourquoi? Parce que chez les vétérinaires aussi, c'est compliqué. Toutes nos entreprises, sur le plan économique, sont touchées concrètement. Et moi, je suis désolée, mais on peut débattre de tous les sujets. Je ne sais pas faire sans avoir un vétérinaire proche de moi au quotidien. Donc eux aussi, il faut bien construire ce bien-être avec eux. Et c'est ce que je crois on fait au quotidien autour de la charte bien-être. J'y reviendrai. Équarrissage. Alors, moi, je fais partie de celles qui ont participé à la mise en place de la toute première ATM, bien avant l'ATM Ange. J'étais convaincue et archi-convaincue qu'il nous fallait une ATM pour négocier les tarifs avec les équarrisseurs. Surtout les négocier à côté des bovins, des ovins, des caprins, des herbivores en général. Parce que j'avais encore l'espoir à ce moment-là qu'on pourrait mutualiser. Aujourd'hui, on a eu tort d'avoir raison trop tôt peut-être, mais c'est surtout qu'il nous semblait important, et on s'est fortement engueulé avec M. de Bellec, sur le fait qu'il fallait d'abord mutualiser auprès des professionnels, et notamment passer par le monde agricole. Ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, la simple chose que je peux dire, c'est que cette ATM, elle est nécessaire. Maintenant, 13% du marché, il y a un rapport qui a été fait sur le sujet, on pourra toujours communiquer. J'entends le président qui nous dit qu'on arrivera à 25% du marché. Je crois sincèrement que là aussi, il faut tout poser à plat et que les 2 ou 3 euros, 2 euros sur la carte de propriété pour payer un déficit, il est de moins en moins important. Mais on doit poser cette condition-là aussi, parce que c'est aussi de l'économique dans nos entreprises.
Marianne, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît, parce qu'on a des personnes qui ont des trains et des avions. Je termine sur 3 petits points. Retraite, on ne l'a pas dit. Retraite, pension, retraite, TVA 20%. Je ne fais pas le débat de la TVA là. Est-ce bien responsable? TVA 20%. Des comportements sur ces propriétaires-là, pas facile. Fin de vie, c'est également bonne santé vers la fin de vie. Et là, je voudrais insister sur ce point-là. Là aussi, il y a des choses à faire. Pour qu'il y ait une belle fin de vie, il faut qu'on ait un réseau d'épidémiologie digne de ce nom. On a un outil dans la filière qui est jalousie au niveau des autres filières et au niveau de l'Europe, c'est le RESP. Il existe, merci France Dincombe, merci Conseil général de Basse et de Haute-Normandie, merci Société Mère de course. Pour combien de temps? Le vrai sujet, il est là. La fin de vie, elle se passera bien si avant ils ne sont pas malades, s'il y a ce réseau d'épidémiologie qui se maintient. Bien-être, juste un mot quand même, bien-être, c'est l'économie dans les entreprises. Économie dans les entreprises, TVA, bonjour. PAC, liste négative, je l'ai dit ce matin. Rythme scolaire, j'ai dit ce matin. Vous rajoutez un petit coup de norme accessibilité, vous avez la totale. On n'est pas prêt aujourd'hui économiquement à supporter cette fin de vie. Et pourtant, il y a des solutions. Et je terminerai, pour bien finir sa vie, il faut bien être. Juste un exemple. Aujourd'hui, il vaut mieux choisir ses chevaux à 2 ans, les amener au plus haut niveau de la compétition, les vendre à un professionnel, moins cher que si c'était un amateur peut-être, mais n'empêche qu'on n'a pas la TVA à 20%. Aujourd'hui, le seul secteur qui était agricolo-agricole, c'est l'élevage. On est les premiers touchés et on ne peut pas répercuter ce prix. Voilà, et donc j'en viens à la solution. Une fois que tout ça sera traité, une fois qu'on aura remis de l'économie dans nos entreprises, on se posera beaucoup moins le sujet de la fin de vie. On pourra le financer, il n'y aura pas de souci. On pourra mettre tous les acteurs de la filière autour de la table, autour d'un sujet qui est repris aujourd'hui par le monde agricole, qui s'appelle le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Nous payons tous, nous éleveurs, qu'on soit éleveurs entraîneurs, éleveurs cavaliers professionnels, éleveurs tout court, on paye tous aujourd'hui 20 € par la MSA. Parce que la profession agricole, 2013-2014, a décidé de mettre en place un fonds qui permette, dès qu'il y a une crise sanitaire, à accompagner les professionnels qui avaient une perte économique sur le sujet. Encore faut-il avoir une section. Section bovine, section caprin, section ovine. Il n'y a pas de section équine. Et grâce à ce fonds aujourd'hui qui est en place, on voit ce qui se passe sur le West Nile. On voit la différence de climat qui nous touche tous au quotidien. Si demain, on pouvait se mettre autour de la table, une fois qu'on a réglé tous ces sujets économiques, grâce à ce fonds, on pourrait traiter l'équarrissage, on pourrait traiter les maladies, dont le RESP et le réseau d'épidémiologie en amont. C'est ça notre solution agricole, mais avant, il faut qu'il y ait des choix politiques qui soient pris pour qu'une bonne fois pour toutes, on libère les énergies, comme dit notre Premier ministre, mais qu'on remette de l'économie au sein de nos entreprises. C'est ça la solution agricole pour une belle fin de vie de nos bons chevaux. Merci Marianne. Jean-Jacques Lerosier de Ouest France qui va dire le mot de conclusion de ces 2e assises de la filière équine. Merci. Non, simplement, je voudrais vous dire 2 choses. Il est 18h39. J'ai rarement vu une qualité d'auditoire aussi forte après une journée de travaux. Donc, je voulais vous féliciter de votre attention. Je voulais vous féliciter de la qualité. Je voulais féliciter les intervenants pour la qualité de leurs interventions. Et comme l'a dit, l'a glissé dans l'oreille Paul Essartière en début d'après-midi, la 2e édition des Assises de la filière équine a changé de dimension. Vous avez fait le reproche l'an dernier d'être un peu normando-normand. Je crois vraiment que cette fois, on a pris une dimension nationale, européenne, voire internationale. Nous avons donc changé de dimension sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité. Tout cela me fait dire que la 3e édition est déjà en marche, Paul, si vous en êtes d'accord. Et je vous donne tous rendez-vous l'an prochain à Caen pour une 3e édition, en vous remerciant très sincèrement, très vivement
de votre venue, de votre présence, de votre écoute. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.